On a tous cette image en tête, pas vrai? Celle d'un jeune général plein de fougue, un drapeau à la main, qui s'élance sur un pont au milieu des tirs. C'est Napoléon, bien sûr, à la bataille d'Arcole. C'est devenu une véritable icône du courage, du génie militaire. Mais est-ce que cette image, aussi puissante soit-elle, raconte vraiment toute l'histoire? Aujourd'hui, on va justement soulever le voile, on va déconstruire ce mythe. Parce que derrière la légende, derrière la propagande, il y a une réalité bien plus rude, bien plus complexe. Une bataille acharnée qui s'est jouée non pas en un instant héroïque, mais sur 3 longs jours de combats sanglants au milieu d'un marécage. Alors plongeons ensemble dans l'analyse du mythe et de la réalité du pont d'Arcole. Alors voilà, voici la pièce à conviction principale, si on peut dire. Ce tableau, peint par Antoine-Jean Gros en 1796, donc quasiment sur le vif, c'est beaucoup plus qu'un simple portrait de général. C'est un véritable acte de communication politique. Absolument chaque détail a été pensé pour construire une légende. Ce regard d'acier, tourné vers l'avenir. L'uniforme qui reste impeccable malgré le chaos. Et bien sûr ce drapeau qui claque au vent. C'est l'image même du héros romantique, qui, par sa seule volonté, semble capable de renverser le cours de l'histoire. Cette peinture a littéralement gravé dans notre mémoire collective une version des faits aussi simple qu'efficace. Et c'est précisément cette version que l'on va mettre à l'épreuve des faits. La question est donc posée. Est-ce que la bataille s'est vraiment jouée sur ce geste de bravoure? Que s'est-il réellement passé dans ces fameux marais d'Arcole entre le 15 et le 17 novembre 1796? Est-ce que cette image spectaculaire, presque théâtrale, du tableau de Gros, a un quelconque rapport avec la réalité du champ de bataille? Pour le savoir, il n'y a qu'une seule solution. Il faut plonger au cœur des combats, heure par heure, et confronter le mythe à la dure réalité des témoignages et des faits. Pour y voir clair, voici notre plan d'attaque. On va commencer par poser le décor, le contexte stratégique, pour bien comprendre à quel point la situation était en fait désespérée pour Bonaparte. Ensuite, on revivra la bataille jour après jour. D'abord l'échec cuisant du premier jour sur le pont, puis l'impasse sanglante du deuxième jour, et enfin la ruse qui a finalement tout changé lors du troisième jour. Et pour finir, on analysera comment cette réalité boueuse, difficile, a été transformée, sculptée, pour devenir ce mythe éclatant que l'on connaît. Allez, on commence. Plongeons tout de suite dans le contexte de ce mois de novembre 1796. Et là, il faut vraiment oublier l'image d'un Bonaparte triomphant, maître absolu de la situation. La réalité, c'est que son armée d'Italie est à ce moment-là au bord du gouffre. On est en pleine première campagne d'Italie. Une nouvelle et surtout très puissante armée autrichienne, commandée par un général expérimenté, Joseph Alvinci, déferle depuis le nord. Leur but, secourir la forteresse de Mantoue qui est assiégée par les Français. Pour Bonaparte, c'est la Bérésina. Les mauvaises nouvelles s'accumulent. Non seulement il vient de subir un revers personnel assez cuisant à Caldiro, mais en plus, une de ses divisions principales, celle du général Vaubois, a été battue et doit battre en retraite. L'armée française est donc non seulement en infériorité numérique, mais elle est aussi démoralisée et surtout, elle est acculée. La situation est absolument critique. Ces chiffres, ils parlent d'eux-mêmes, pas besoin de longs discours. Bonaparte peut aligner environ 19 000 hommes. Face à lui, Alvinzi en a près de 24 000. L'infériorité numérique est nette, c'est presque du 1 contre 1,5 sur certains points. Dans ces conditions, lancer une attaque frontale, ce serait un suicide pur et simple. Bonaparte est dos au mur, il doit impérativement, et très vite, trouver une solution audacieuse. Un coup de poker, un coup de génie, pour tenter de renverser la vapeur. Et c'est là que tout se joue, dans ce plan. Plutôt que d'aller affronter directement un ennemi supérieur en nombre, Bonaparte choisit l'audace, la ruse, la surprise. Son idée, c'est un grand mouvement de contournement. Il va faire traverser le fleuve Adige à son armée, bien plus au sud, à un endroit nommé Ronco, pour ensuite remonter rapidement vers le nord et frapper les Autrichiens là où ils ne s'y attendent pas, sur leurs flancs et sur leurs arrières. Le problème, c'est que pour ça, il doit faire passer toute son armée à travers un terrain absolument épouvantable, un immense marécage coupé par des digues étroites et des petits cours de d'eau. C'est un pari extrêmement risqué, mais c'est bien sa seule et unique chance de reprendre l'initiative. On y est. Nous voilà le 15 novembre 1796. Le plan de Bonaparte, si brillant sur la carte, va maintenant se heurter à la dure réalité du terrain, et aussi à la résistance acharnée des défenseurs autrichiens. Et c'est précisément ici que notre fameux pont entre en scène. Le village d'Arcole devient le point de fixation de toute la bataille. Son pont, qui enjambe une petite rivière, l'Alpone, c'est le seul passage obligé pour attendre les arrières de l'armée autrichienne. Mais il est défendu bec et ongles. Les assauts français, menés par des généraux pourtant réputés comme Augereau, s'enchaînent et se brisent les uns après les autres contre un véritable mur de feu. C'est un carnage. Le général Lannes s'est blessé à 2 reprises. Augereau lui-même, dans un geste de désespoir, saisit un drapeau pour essayer de galvaniser ses hommes. Rien n'y fait. Il refuse de le suivre. La bravoure ne peut rien contre la mitraille qui balaie le pont. C'est à ce moment-là que Bonaparte intervient en personne. C'est l'instant immortalisé par le tableau. Sauf que, écoute, on s'en dit un témoin direct. Et pas n'importe lequel.
Son propre aide de camp, Joseph Sulkowski. Il écrit, et je cite, « Il descend de cheval, tire son sabre, prend un drapeau et s'élance sur le pont au milieu d'une pluie de feu. Les soldats le voient, et aucun d'eux ne l'imite. » Cette phrase, elle est terrible. Elle est terrible parce qu'elle déconstruit à elle seule tout le mythe. Oui, l'acte héroïque a bien eu lieu. Mais ce fut un échec total, un fiasco. Les soldats, démoralisés, cloués au sol par le feu ennemi, ne suivent pas leur général. Et la suite de l'histoire est encore moins glorieuse. C'est même le contraire d'un acte héroïque. Alors que ses soldats reculent en désordre, Bonaparte est pris dans le mouvement de panique. Il est bousculé, poussé hors de la digue, et il tombe dans un fossé marécageux. Il s'enfonce dans la vase jusqu'à la taille, risquant à tout moment d'être capturé ou tué. Il ne doit son salut qu'au courage de ses grenadiers et du général Lannes, qui est pourtant déjà blessé, qui font demi-tour sous le feu pour le couvrir de leur corps et le tirer de ce très mauvais pas. On est très très loin de l'image du héros triomphant du tableau de Gros, vous l'aurez compris. À la fin de cette première journée, le bilan est tout simplement catastrophique. Le plan audacieux de Bonaparte a échoué. Le pont d'Arcole reste solidement aux mains des Autrichiens. Et la deuxième journée, le 16 novembre, va malheureusement confirmer cette terrible impasse tactique. Le 16 novembre, on prend les mêmes et on recommence. Le scénario se répète tragiquement. Les Français lancent de nouvelles attaques, toujours aussi coûteuses en vies humaines. Sur un autre secteur du front, le général Masséna remporte quelques succès. Mais le point crucial, le verrou, le pont d'Arcole, reste infranchissable pour les troupes d'Augereau. Bonaparte tente alors de contourner l'obstacle en faisant jeter des fascines, c'est-à-dire des gros fagots de bois, dans la rivière pour essayer de créer un passage de fortune. C'est un nouvel échec. La situation est complètement bloquée. La bataille se transforme en un combat d'usure sanglant et totalement stérile. Le soir, à bout de force, les Français doivent une nouvelle fois se retirer de l'autre côté du fleuve. L'échec est total. Après 2 jours d'échecs sanglants, de bravoure inutile, la défaite semble maintenant quasi inévitable. Mais le 17 novembre, la 3e journée de la bataille, va voir un changement radical de tactique. Bonaparte a enfin compris que la force brute, les assauts frontaux, ne fonctionneront pas. C'est désormais l'intelligence, la ruse qui vont devoir faire la différence. Le nouveau plan est beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin. Pendant la nuit, à l'abri des regards, les ingénieurs français travaillent d'arrache-pied pour construire en secret un pont de chevalet, bien plus en aval sur la rivière Alpone. L'objectif, cette fois, c'est de permettre à la division d'Augereau de traverser discrètement pour enfin contourner la défense d'Arcole. Et pendant ce temps, Masséna est chargé de lancer une attaque de diversion pour fixer un maximum de troupes autrichiennes sur les digues principales. Il ne s'agit plus de foncer tête baissée, mais de manœuvrer et de surprendre. Mais le véritable coup de génie de la journée, c'est un incroyable coup de bluff. Bonaparte envoie un minuscule détachement, un officier, à peine une vingtaine de cavaliers et quelques trompettes, avec une mission un peu folle, contourner très très largement les lignes autrichiennes. Leur but, surgir sur les arrières de l'ennemi en sonnant de la trompette à tue-tête, comme si une armée entière arrivait. Et le stratagème fonctionne à la perfection. Dans le vacarme général de la bataille, le général autrichien Alvinzi entend ces sonneries. Il est persuadé qu'une importante force de cavalerie française est sur le point de l'encercler. Déjà pressé sur son front, menacé sur son flanc par le nouveau pont, cette nouvelle menace le convainc que la situation est désespérée. Il panique et il ordonne la retraite générale. Les Français n'ont plus qu'à exploiter le chaos pour s'emparer enfin d'Arcole et remporter la victoire. 3, c'est le nombre de jours qu'il aura fallu. 3 jours de carnage, 3 jours de désespoir, 3 jours d'acharnement pour arracher une victoire qui a bien failli ne jamais arriver. Ce chiffre, il ne représente pas seulement une durée, il symbolise le prix réel, le prix humain de cette bataille, très loin du mythe de l'exploit instantané. C'est le temps de la sueur, du sang et de la volonté pure. La bataille est donc gagnée, enfin. Mais il aura fallu ces 3 jours terribles, ces pertes énormes et cette ruse de dernière minute. Et c'est précisément maintenant que l'autre histoire commence, celle de la transformation de cette victoire si difficile en l'un des plus grands mythes de l'histoire militaire. Voyons un peu comment on passe de la boue du marais à la lumière de la légende. Avant toute chose, regardons le coût humain. Ces chiffres sont éloquents. Les Français ont perdu environ 400-500 hommes, que ce soit des tués, des blessés ou des prisonniers. Côté autrichien, c'est encore pire. Près de 7000 hommes hors de combat. Pour l'époque, ce sont des pertes absolument colossales. Oui, c'est une victoire stratégique pour Bonaparte, mais c'est avant tout une véritable boucherie qui témoigne de l'âpreté, de l'indécision des combats, très loin de l'image d'un triomphe facile et éclatant. Ce tableau y résume parfaitement le gouffre qui sépare la réalité de la légende. D'un côté, on a la réalité d'Arcole. Un combat confus, indécis jusqu'au bout, des pertes terribles, un général en chef qui finit dans un marais et qui doit être sauvé, et une victoire arrachée par l'usure et une ruse de dernière minute. De l'autre côté, on a la légende d'Arcole, une démonstration de génie militaire, un triomphe éclatant, un héros sublime sur son pont et une victoire décidée par un seul acte de bravoure. La différence est saisissante. Et cette différence, elle n'est pas du tout le fruit du hasard. Alors comment ce fossé s'est-il créé ?
Il faut être clair, Bonaparte lui-même en est le principal architecte. C'était un maître absolu de ce qu'on appellerait aujourd'hui la communication. Immédiatement après la bataille, dans son rapport officiel qu'il envoie au gouvernement à Paris, il commence déjà à réécrire l'histoire. Il met en avant le courage incroyable de ses généraux, il insiste sur l'héroïsme de ses troupes, et bien évidemment, il minimise les échecs cuisants des 2 premiers jours et il passe totalement sous silence sa propre et humiliante chute dans le Marais. La machine de propagande est lancée, et elle ne s'arrêtera plus. Même l'objet central du mythe, le fameux drapeau, nous raconte une histoire bien différente quand on creuse un peu. D'abord, ce n'était pas le drapeau tricolore bleu-blanc-rouge que le tableau de Gros nous a mis en tête. C'était un drapeau de régiment, qui était à l'époque presque entièrement blanc, avec juste de petits losanges rouges et bleus dans les coins. Plus tard, en hommage à son courage, et pour le remercier de lui avoir sauvé la vie, Bonaparte l'a offerte au général Lannes. Il est resté dans sa famille pendant des générations, mais aujourd'hui, sa trace a été perdue. L'objet physique du mythe, le symbole même de l'héroïsme, a tout simplement disparu. Alors, que faut-il retenir de cette bataille sur un plan purement militaire ? Le grand théoricien de la guerre, Karl von Clausewitz, nous offre une analyse très juste, très lucide. Il écrit que la victoire n'est pas revenue au stratège le plus brillant ou à celui qui avait le meilleur plan, mais, et je cite, à celui qui a fait preuve du plus d'audace, d'opiniâtreté et qui disposait des troupes les meilleures. Au fond, c'est un hommage à la ténacité incroyable des soldats français et à la volonté de faire de leur chef, bien plus qu'à un coup de génie isolé. Arcole, ce n'est pas la victoire du génie, c'est la victoire de la volonté. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question qui dépasse très largement le cadre de cette seule bataille. Qu'est-ce qui est le plus puissant en fin de compte ? La réalité brute, confuse, sanglante d'un événement, ou bien l'histoire simple, héroïque et inspirante que l'on choisit d'en raconter ? Le cas d'Arcole nous montre de manière éclatante que la construction d'une légende peut être parfois tout aussi décisive que la victoire elle-même sur le terrain. Et ça, c'est une leçon fondamentale sur le pouvoir des récits dans la grande fabrique de l'histoire.